Ça veut dire quoi le tourisme positif ? Ce terme tourisme positif, pour éviter justement de s'enfermer dans un tourisme de niche et pour toucher de manière plus large tous les produits et services touristiques. Bonjour et bienvenue sur Expérientiel, le podcast du tourisme positif. Éveiller les consciences, stimuler l'envie d'agir pour un tourisme positif. Le Code du tourisme fixe les règles de l'Organisation générale du tourisme, des activités et professions du tourisme, par exemple les agences de voyage. Il fixe aussi les règles pour les équipements et les aménagements, accès aux espaces touristiques, autorisation d'exploitation d'un établissement hôtelier ou d'un terrain de camping, et aussi les modalités de financement de l'accès aux vacances, par exemple chèque de vacances, et le régime fiscal du tourisme. Alors c'est pas forcément le genre de livre qu'on va emmener en vacances. Le langage utilisé n'est pas forcément facile à comprendre, mais ceci dit, nul n'est censé ignorer la loi. Alors on s'est dit avec les alchimistes avocats que l'on pourrait vous aider avec un rendez-vous mensuel sur Expérientiel. Chaque mois, avec Chloé Reslan, avocate au barreau de Paris, en droit du tourisme, nous allons aborder des sujets importants pour vous. N'hésitez pas à poser vos questions, vos remarques ou vos suggestions sur la page du podcast Expérientiel sur LinkedIn. Et puis sans attendre, je vous invite à faire une pause dans un lieu confortable et calme au contact de la nature pour prendre le temps de découvrir le sujet du jour pour un tourisme positif. Bonne écoute. Bonjour Chloé, comment vas-tu aujourd'hui ? Bonjour François, je vais très bien et toi ? Ça va. Il fait pas trop froid chez toi ? Oh bah si, toujours, mais on s'habitue, hein, que veux-tu ? Ouais. C'est presque rassurant dans le contexte actuel qu'il fasse froid en ce mois-ci, tu vois. Oui, parce que nous, on avait eu des périodes un peu jusqu'à 20 degrés dans le sud, et on se disait, mais attends, c'est pas possible. Et la végétation, elle était un peu perturbée. Bah oui, voilà. À juste titre. Suite à des podcasts que nous avons fait ensemble, on a eu une question d'une auditrice qui voulait savoir quelles étaient les obligations légales pour un acteur étranger pour délivrer un service touristique en France. Est-ce que tu aurais une réponse pour cette personne ? Alors oui, j'ai une réponse pour cette personne. C'est une question qui est extrêmement pertinente. C'est vrai qu'on a parlé ensemble des obligations pour exercer en France en tant qu'opérateur de voyage. Donc tout ce qu'on a dit sur l'immatriculation reste bien sûr vrai, mais c'est vrai pour des acteurs établis en France ou qui souhaitent s'établir en France. Maintenant, on est dans l'Union européenne, donc il est possible pour des acteurs étrangers de délivrer leurs services touristiques en France. Et c'est pas surprenant, puisque à l'heure, en plus des plateformes de réservation et d'Internet, on sait bien qu'on peut s'adresser à un public dans un état distinct de celui dans lequel on est établi. Alors, on distingue quand même deux types d'opérateurs étrangers. Il y a les opérateurs qui exercent ce qu'on appelle en libre prestation de service, c'est-à-dire des acteurs qui sont établis dans un pays de l'Union européenne ou de l'espace économique européen. Donc voilà, admettons, je suis un acteur de droit espagnol, je suis établi en Espagne et puis je veux diriger mes services touristiques en France pour le consommateur français, par exemple. Je peux le faire, mais je ne peux pas le faire sans aucune déclaration administrative. Ça reste une profession régulée en France, donc on ne peut pas contourner les obligations d'immatriculation française avec garantie financière et assurance en juste décidant de s'établir dans un autre pays. Ça ne marche pas et fort heureusement, sinon on verrait tous les opérateurs s'établir ailleurs. Donc, quand on est un opérateur établi dans l'Union européenne, on doit quand même déclarer son activité auprès d'Atout France. Donc, ce n'est pas une immatriculation à proprement parler, mais on doit déclarer son activité, on remplit un formulaire, on informe de son activité. Et bien sûr, pour pouvoir le faire, il faut justifier d'une garantie financière et d'une assurance responsabilité civile professionnelle dans son pays d'établissement. Donc en fait, les critères, de toutes les manières, vu que le droit du tourisme et le code du tourisme, il est issu pour la plupart d'une directive européenne, finalement, les critères pour exercer ce métier-là sont les mêmes dans toute l'Union européenne à peu de choses près. Donc en fait, il faut montrer qu'on remplit les critères de son pays d'établissement
Et puis après, on explique à Atout France qu'on remplit tous les critères et qu'on veut délivrer des services touristiques en France également. Donc voilà, on ne peut pas juste contourner la législation française, par exemple, en s'établissant ailleurs. Et si on est un opérateur étranger, c'est-à-dire hors Union européenne ou France, à ce moment-là, il faut quand même justifier d'une garantie financière et c'est le Code du tourisme qui le prévoit. Donc finalement, on a tout prévu. Le législateur français, il a fait en sorte que tous les opérateurs français ou étrangers qui visent le consommateur français et qui veulent délivrer un service touristique à un consommateur français remplissent un certain nombre de critères. Et de toutes les manières, ça c'est un peu plus complexe, donc j'invite notre auditrice à me contacter si elle a des questions plus précises, par exemple sur LinkedIn ou sur Instagram ou même par mail. Après, on est sur du droit international privé, c'est-à-dire que finalement, la question qui va se poser, c'est est-ce qu'on applique quand même le Code du tourisme sur la responsabilité, sur l'obligation précontractuelle d'information au consommateur français, même s'il a passé un contrat avec un opérateur, je ne sais pas moi, américain par exemple? La réponse, dans la plupart des cas, c'est oui. C'est-à-dire qu'on ne peut pas contourner la législation française juste en étant établi ailleurs. Il faut respecter le Code du tourisme, même quand on est un opérateur espagnol, italien, américain. Merci beaucoup, Chloé. Décidément. Merci beaucoup, Chloé. Avec plaisir. N'hésitez pas à nous poser vos questions, on y répondra avec joie. Exactement. Donc, allez-y, faites-vous plaisir. Sachez aussi que si la réponse à ces questions est peut-être plus compliquée, il y a aussi la possibilité de nous contacter via LinkedIn et de nous poser la question en message personnel et on y répondra avec plaisir. Bien, aujourd'hui, on a un thème, important et même d'actualité, c'est la responsabilité. Alors, est-ce que c'est la même pour tout le monde? C'est-à-dire que je sois agence de voyage, hôtelier, restaurateur, est-ce que c'est la même chose qui s'applique ou ça différencie seulement nos métiers dans le tourisme? Alors maintenant, François, tu es bien placé avec tous ces épisodes pour savoir que le droit, c'est jamais trop simple. Donc du coup, non, c'est pas la même responsabilité pour tous les opérateurs dans le tourisme, sinon ce serait trop facile. Donc en fait, selon son activité, on ne va pas avoir le même régime de responsabilité. En fait, la responsabilité, elle est classique, c'est-à-dire qu'on est tous potentiellement responsables dans nos vies quotidiennes, que ce soit dans le cadre d'une activité professionnelle ou pas, on peut être déclaré responsable si on fait mal à quelqu'un, si on blesse quelqu'un, si on fait du tort. La question, c'est quand? Dans quelle situation je suis responsable et comment savoir quel régime de responsabilité s'applique à mon cas? Donc, en fait, la responsabilité, de manière classique, on la divise en deux catégories. Il y a la responsabilité délictuelle et contractuelle. C'est quoi la différence? C'est assez simple. La contractuelle, c'est quand il y a un contrat qui lie des parties. Un contrat, il peut être écrit, mais il peut être tacite. Donc, il faut qu'il y ait une relation contractuelle, peut-être d'affaires, entre deux parties pour basculer sur la responsabilité contractuelle. Excuse-moi, Chloé, tu as dit contractuelle ou tacite? Délictuelle. Délictuelle, d'accord. Ouais, délictuelle. Ce que j'ai dit, c'est que le contrat, il peut être tacite. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on n'a pas un contrat écrit entre deux parties qui définit très clairement les droits et les obligations de chaque partie qu'il n'y a pas de contrat et donc de responsabilité contractuelle. Je conseille, bien sûr, et on y reviendra sûrement, vivement de conclure des contrats écrits où on détermine justement les responsabilités de chacun pour que ce soit très clair, mais ce n'est pas parce que ce n'est pas le cas qu'on n'a pas un contrat entre deux parties. Si finalement il y a une relation d'affaires continue sur plusieurs années, avec des échanges, des flux financiers, des échanges de prestations de services, il y a un contrat. Même s'il n'y a que des échanges de mails et qu'on n'a rien signé, surtout entre deux professionnels. Et donc, ces contrats, ça peut être des contrats de courte durée, de très, très, très courte durée. Ponctuel, ça peut être une prestation ponctuelle. D'accord. Voilà. Si, par exemple, je suis agent de voyage et je sollicite un hébergeur pour constituer un forfait de manière extrêmement ponctuelle parce que c'est un forfait sur mesure que je vendrai à un client, il y a un contrat, même si on n'a pas signé de contrat. D'accord, parce que si tu regardes les restaurants, il n'y a pas de contrat. Quand tu vas dans un restaurant, tu
tu commandes, tu déjeunes ou tu dînes et il n'y a pas En vraiment fait, de contrat? le droit français considère qu'il y a contrat quand il y a échange des consentements et des volontés. Donc finalement, quand je rentre dans un restaurant, je m'assois, on me propose un menu, on me propose une prestation, je vais commander, je l'ai accepté. D'accord, Donc les consentements sont là. Il y a une offre, il y a une acceptation de l'offre, il y a contrat. d'accord, Il y très a bien. quelques cas en droit français où on est obligé d'avoir un contrat écrit, et c'est notamment le cas pour les agences de voyage. Il faut un contrat écrit avec son consommateur. C'est une obligation légale. Mais sinon, la plupart du temps, le contrat, il est tacite. D'accord. Et donc pour l'hébergement aussi, le contrat n'est pas forcément écrit? Donc Alors, le quand contrat tu de reçois, location, si. Le contrat de hein? location, il doit être écrit. Parce que Normal. logiquement, quand tu fais une réservation et tu reçois la Mm. confirmation de la réservation, tu as Oui, aussi l'aspect contractuel absolument. de Mais ce. c'est pareil quand tu vas dans n'importe quelle boutique. Si tu vas dans une boutique pour acheter un pull ou n'importe quel bien, d'ailleurs, même quand tu vas faire tes courses, finalement, tu n'as pas de contrat. Tu ressors avec un ticket de caisse, mais en soi, Mm. personne ne signe de contrat. D'accord. Pourtant, il y a bien un échange. Enfin, c'est un contrat de vente, en fait, hein. C'est D'accord. de la vente, tout simplement. D'accord. Donc voilà, donc c'est pas parce qu'on n'a pas de contrat écrit qu'on n'est pas sur une responsabilité contractuelle. Donc la responsabilité contractuelle, qu'est-ce qu'elle implique? Pour être responsable contractuellement, il faut avoir commis une faute, c'est-à-dire une inexécution contractuelle, une mauvaise exécution contractuelle aussi, c'est-à-dire que c'est ne pas exécuter le contrat ou ne pas l'exécuter correctement. Et en n'ayant pas exécuté correctement le contrat ou en ne l'ayant pas exécuté, avoir causé un préjudice à mon co-contractant. Donc prenons un exemple assez simple. Admettons que je contractualise tacitement ou pas avec un guide touristique. Et le guide touristique, dans le contrat, il y a marqué, ou par échange de mail, que la visite guidée pour les clients démarre à 9h pile. Mais le guide, il arrive à 9h50. Bon, il a mal exécuté son contrat. Il a causé un préjudice, puisqu'a priori, les clients, ils n'ont pas attendu 50 minutes, ils sont repartis, ils ont demandé un remboursement de leurs prestations. Donc, ça, c'est une mauvaise exécution contractuelle, voire une inexécution contractuelle partielle. Pareil, si finalement, dans le contrat, il y a marqué qu'on va visiter la Tour Eiffel ou un château et que finalement, le château est fermé ou il est inaccessible et on ne peut pas y aller, bah, il va y avoir une inexécution contractuelle, au moins partielle, et le client, il sera en droit de dire, mais je ne comprends pas, moi, vous m'aviez promis de visiter tel monument, il y en a 1 sur 3 qu'on n'a pas pu visiter, le contrat, il n'est pas pleinement exécuté. Donc, pour être responsable, il faut que finalement, la prestation rendue ne soit pas conforme à ce qui a été vendu dans le contrat. OK. Et comment ça Et se résolve ça alors? pourquoi c'est intéressant? Parce que ça veut bien dire que si on a un contrat tacite, les obligations des parties, elles ne sont pas claires. Tu vois? Donc, l'intérêt d'avoir un contrat, eh ben, déjà en amont, c'est-à-dire que quand on a vraiment un contrat avec chacun de ses partenaires ou ses prestataires, où on définit clairement les attentes de chacun, et ben à ce moment-là, déjà, on sait exactement ce qu'il faut faire. Si, je reprends mon exemple de visite guidée, mais moi j'ai eu le cas d'une agence de voyage qui avait vendu une escale, une visite en bateau avec une escale sur une île et la possibilité de rencontrer des dauphins. Mais on sait bien qu'il n'y a pas de, sauf s'ils sont enfermés, ce qui n'est pas souhaitable, c'est bien que la possibilité de rencontrer de la faune sauvage, elle n'est jamais garantie. On est d'accord. Donc, quand on va faire de l'observation ou de la découverte, potentiellement, on se dit, bon, bah, cool, si on voit un dauphin au loin, pourquoi pas, mais normalement, ce n'est pas garanti. Sauf que le guide, lui, évidemment, dans son contrat, vu qu'en fait, il n'y avait pas de contrat clair entre les parties, entre l'agent de voyage et le guide, lui, il ne s'était pas engagé à ce que le client il voit les dauphins, il ne s'était pas engagé à ce que l'île elle soit accessible, il ne s'était pas engagé à ce qu'il fasse beau. Donc, du coup, il va y avoir parfois un déséquilibre entre ce que je promets à mon client et ce que mon prestataire va pouvoir faire. Mais si le prestataire ne s'était pas engagé à rencontrer les dauphins, si le prestataire ne s'était pas engagé à s'arrêter sur l'île déserte, si le prestataire ne s'était pas engagé à commencer la visite à 9h, moi, je ne peux rien lui demander. Donc, je me retrouve face à mes clients à devoir les indemniser
mais je ne peux pas me retourner contre mon prestataire, il n'a rien fait de mal, puisque ses obligations n'étaient pas claires. Donc, pour qu'il y ait une relation contractuelle saine et éviter d'engager la responsabilité des uns et des autres, il faut définir clairement dans un contrat ou par écrit, si on n'a pas envie de signer et d'avoir un formalisme lourd, au moins par échange de mails ou de textos, enfin ce que vous voulez, mais un écrit assez sûr, les obligations. Qu'est-ce que je veux que tu fasses ? Si je contractualise avec un restaurateur, c'est quoi le menu ? Est-ce qu'il y a des options pour les végétariens ? Est-ce qu'il y a des options pour les sans gluten ? J'en sais rien. Mais en fait, si c'est pas clair, c'est là où le contentieux il se crée. Donc c'est comme ça qu'on évite le contentieux. C'est-à-dire que la responsabilité, pour éviter de l'engager, il faut en amont essayer de prévoir et de clarifier au maximum avec ses co-contractants ce qu'on attend d'eux, ce que eux veulent ou ne veulent pas faire. D'accord. Donc c'est hyper important, j'insiste là-dessus. Et pourquoi c'est très important aussi ? Parce qu'en tant que professionnel, on l'a vu avec les CGV, les CPV, les conditions générales de vente, vous avez des obligations vis-à-vis de vos clients. Il faut que ces obligations, elles soient répercutées évidemment sur celui ou celle qui va les exécuter in fine. Donc si ce n'est pas vous, le prestataire, vous êtes hébergeur, c'est votre propre gîte, il n'y a pas de sujet, vous n'avez pas forcément de prestataire externe pour réaliser les prestations. Mais dès que vous avez un prestataire externe pour réaliser les prestations auxquelles vous vous êtes engagé vis-à-vis de vos clients, il faut être sûr que le prestataire s'engage à la même chose que vous vis-à-vis de votre client. Sinon, il fait ce qu'il veut et du coup, vous n'allez pas délivrer un service conforme. Et là, il y a contentieux avec le client final, puis il y a contentieux avec votre prestataire. Donc, c'est très important pour équilibrer les relations contractuelles de prévoir clairement les obligations des uns et des autres. Donc, si je résume aujourd'hui, déjà la responsabilité, c'est vraiment de définir quelles sont les obligations contractuelles entre toi et le client. Ça, c'est la première chose. Et oui. La deuxième chose, c'est les définir clairement. Et les définir clairement, ça veut dire quelles sont mes obligations, quelles sont aussi mes options, ok ? Afin d'éviter justement tout contentieux. Parce que la plupart des contentieux, c'est un manque de compréhension, un manque de clarté par une des parties prenantes, etc. Mais ce que je trouve intéressant, et ça c'est important, c'est que cette responsabilité et cette contractualisation ne s'arrête pas forcément à ces deux personnes, qui est le client et l'hôtel ou le prestataire, mais aussi des fois à une tierce personne qui, elle, fait la prestation pour une autre personne. Et donc, la contractualisation, là aussi, doit être très claire pour l'ensemble, pour éviter tout problématique de manque de compréhension ou d'attentes qui n'ont pas été exaucées, etc., etc. On avait vu dans les conditions générales de vente, c'est ce qui va régir la relation du professionnel avec son client, souvent consommateur, dans le milieu du tourisme. Après, il peut y avoir du voyage d'affaires, mais voilà, donc c'est la relation client-professionnel. Mais voilà, dès qu'il y a une tierce personne, il ne faut pas négliger la relation contractuelle qui va se lier parce que c'est cette personne qui va être face au client. Donc, c'est cette personne qui va faire que le client il est content, pas content, ou qu'il estime qu'on lui a délivré la prestation conforme ou pas conforme. Donc, bien définir les obligations. On le sait, les obligations, elles sont parfois légales, c'est-à-dire qu'on peut définir dans une certaine mesure les obligations de chacun, mais il y a des choses auxquelles on ne peut pas couper. Et c'est pour ça que dans les conditions générales de vente, on ne peut pas mettre tout ce qu'on veut. On ne peut pas mettre dans les conditions générales de vente, si on est hôtelier, si on est restaurateur, si on est agent de voyage, peu importe, on ne peut pas écrire « je me dégage de toute responsabilité quoi qu'il arrive ». Ça, c'est pas possible. Il y en a qui le tentent. Ça ne marche pas. Sachez-le, c'est pas possible. C'est pas possible, surtout sur certains secteurs d'activité, on va y revenir, notamment les agents de voyage, parce qu'ils ont une responsabilité spécifique, mais voilà, il suffit pas de dire ce qu'on veut dans les documents. De fait, quand on commet une faute ou que le client il n'a pas la prestation qu'il devait espérer dans son contrat, on est responsable. La question, c'est comment on vient minimiser cette responsabilité et la limiter dans les conditions de vente, mais aussi dans les contrats avec ses partenaires ou ses prestataires.
Donc là, on a vu, en fait, dans les grandes lignes, la responsabilité contractuelle. J'ai évoqué son pendant, qui est la responsabilité délictuelle, qui est celle qui intervient quand il n'y a pas de contrat. C'est vraiment la responsabilité de base, je blesse quelqu'un alors que j'ai pas de contrat avec cette personne. La responsabilité délictuelle, c'est un peu le même principe, mais sans contrat. Pour être responsable, il faut avoir commis une faute, donc une négligence. Je reprends mon exemple de je bouscule quelqu'un dans la rue et je lui fais mal. Si je suis sur mon téléphone, que je regarde pas où je marche, j'ai peut-être été négligente. J'ai pas fait attention autour de moi. J'ai pas regardé, j'étais distraite, j'aurais dû regarder. Et puis je suis rentrée dans quelqu'un, il a trébuché et il s'est cassé la jambe. Bon. Donc il y a une faute, il y a un préjudice qui est causé à la personne qui s'est blessée. Et puis, il y a un lien, ce qu'on appelle un lien de causalité entre ma faute et son préjudice. C'est-à-dire qu'évidemment, si la personne a mal à la cheville, mais que ce n'est pas du tout lié au fait que je l'ai bousculé, ce n'est pas moi qui suis responsable de sa douleur à la cheville. Tout ça est très logique. On en parle moins aujourd'hui et de manière générale avec les professionnels, parce que globalement, il y a toujours un lien contractuel dans le cadre de la responsabilité. C'est rare d'être en délictuel et pas en contractuel, parce que quand on est dans le cadre de son activité professionnelle, on a un lien, soit avec nos clients finaux, soit avec nos partenaires. C'est un lien contractuel, même tacite. Mais il faut savoir que c'est ces deux grands régimes de responsabilité qui existent. Puis, notre cher législateur a décidé d'en créer d'autres, des régimes de responsabilité spécifiques, et notamment pour les agents de voyage. Et là, restez bien assis. Je sais que normalement, on conseille d'être assis pour écouter ce podcast confortablement. Restez assis, parce que là, le législateur, il nous a dit que finalement, l'agent de voyage, on le sait, c'est une activité réglementée, c'est une activité qui est stricte, on ne peut pas rentrer comme on veut dans cette activité-là. Et en plus, l'agent de voyage, il a une responsabilité, ce qu'on appelle de plein droit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, une responsabilité de plein droit? On comprend que ça fait un peu peur et que c'est pas bon. Ça veut dire qu'en fait, à partir du moment où le client n'a pas la prestation qu'il aurait pu espérer, en termes de sécurité, ou parce que c'est pas conforme au contrat, l'agent de voyage, il est responsable même s'il a commis aucune faute. Ce qui veut dire que, prenons des exemples concrets, je prends un arrêt une décision de justice qu'on a eue. Une croisière. Donc ça peut être une croisière, ça peut être autre chose. Il y a du fenouil cuit par terre, au buffet. Les gens, ils se servent au buffet et puis ils font tomber un peu de nourriture, ça arrive. Là, il y avait un bout de fenouil cuit, puis il y a une pauvre dame qui a glissé sur ce fenouil cuit. D'accord? Et elle s'est cassée la cheville. Qui est responsable? L'agent de voyage. Est-ce que c'est la faute de l'agent de voyage? Est-ce qu'il a commis une faute? Non, ici, il y a juste un passager qui, sans faire exprès, a fait tomber un bout de fenouil. Puis on a une passagère qui, étant complètement accaparée par le buffet et en se demandant qu'est-ce que je vais bien manger, ne regarde pas par terre et glisse. C'est quand même l'agent de voyage qui a dû indemniser la passagère pour sa fracture. Donc son assureur, bien sûr. L'idée, c'est quand même d'être bien assuré. C'est le nerf de la guerre. Mais tu vois, ça veut quand même bien dire que même sans faute aucune, sans négligence, on peut être responsable en tant qu'agent de voyage à partir du moment où la prestation ne s'est pas déroulée comme prévu. Très sévère. C'est très sévère, oui. C'est très sévère. C'est très sévère. Alors, moi, par rapport à cette responsabilité, si je mets, et encore, peut-être que les agences de voyage doivent faire ça aussi, la partie contractuelle, écrite par un contrat, etc., c'est quelque chose, quand on part en vacances, qu'on lit très, très, très peu. Oui. Et qui est souvent source de conflit, justement, quand on rentre dans une situation de préjudice. Oui. Et là, on dit, et puis il y a toujours cette personne qui est trop sort, qui dit, mais monsieur, sur la ligne X, etc. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un besoin, justement, pour quel que soit l'opérateur, un restaurateur ou quoi que ce soit, de bien expliquer les choses aussi, d'un aspect dans la relation client, parce que c'est aussi important, à mon avis, que le contrat papier. Tout à fait. En fait, c'est vrai que je l'avais dit sur les conditions générales de vente, c'est un document qui est généralement pas vraiment lu, sauf quand on a un problème.
C'est-à-dire le client, consommateur, il y a quelque chose qui s'est mal passé ou il a un doute sur une annulation, il va aller voir dans les conditions générales de vente ce qui est dit. Mais on le sait, quand on nous fait cocher j'ai bien lu et j'accepte les conditions générales de vente, 99,9% du temps, on ne les lit pas. Non, pas du tout. Et est-ce que je dois te confier maintenant que c'est le cas pour moi, avocate aussi parfois? Oui. Parce que souvent, c'est ce qu'on appelle des contrats d'adhésion. On n'a pas le choix que d'adhérer et que de dire oui si on veut acquérir un bien, souscrire à un forfait de téléphonie, enfin voilà. Donc, on se dit de toute façon à quoi bon les lire, j'ai pas le choix. En fait, quand on rédige ces conditions de vente, moi, j'aime beaucoup les clients qui essayent de le faire sur un ton un peu plus marrant, d'avoir un document peut-être un peu plus joli, déjà pour inciter les gens à le lire. Il y a ce qu'on appelle le legal design pour ça aussi, c'est de dire finalement, je rends un document attractif et je donne envie à mes clients de le lire, de le comprendre. Et il y a de toutes les manières un exercice de pédagogie à faire de la part des professionnels parce que il faut que chacun comprenne dans quoi il s'engage. C'est hyper important. On l'a aujourd'hui sur les cas d'annulation. Aujourd'hui, il n'y a plus un professionnel qui peut conclure un contrat sans expliquer ce qui se passe en cas de fermeture des frontières, en cas de Covid, en cas d'annulation en raison de pandémie. Il faut être pédagogue, il faut expliquer les cas dans lesquels on est responsable, il faut expliquer dans les cas dans lesquels on n'est pas responsable, et pas juste l'écrire sur un bout, dans la mesure du possible. Si on peut avoir cet accompagnement et cette proximité avec son client, c'est hyper important. Évidemment, on ne peut pas mettre ce qu'on veut dans les documents. Encore une fois, je le dis et je le redis parce que je le vois souvent. Je vois souvent en cas de blessure, je ne serai pas responsable. En cas d'intoxication alimentaire, je ne suis pas responsable. Non, la loi protège les consommateurs et c'est normal. Mais en revanche, on peut quand même minimiser sa responsabilité dans certains cas, et c'est ce qu'on met dans les conditions générales de vente, et on la minimise souvent en ayant donné l'information en amont. Admettons, encore une fois, dans le cas d'un agent de voyage, que le client ne puisse pas partir parce qu'il n'a pas les bons documents administratifs. Est-ce que c'est l'agence de voyage qui est responsable ? Si elle a bien rempli son obligation d'information et qu'elle a bien expliqué au client de quel document il avait besoin, que le client ne l'a pas fait, c'est plus de sa faute. Donc, on peut quand même se protéger en informant correctement le client. Ce que j'aime bien dans ce que tu dis, c'est exactement ce qu'on avait dit lors du dernier épisode. Le droit peut être contraignant, mais peut être aussi source d'opportunités, d'innovation et de créativité. Et j'aimais bien de dire, voilà, dans les responsabilités ou dans le contrat, de faire quelque chose qui soit fun, qui soit qui invite justement à lire et qui mette les choses, etc., qui les rendent un peu plus légères. Parce que c'est vrai que le droit, des fois, ça peut être, je m'excuse, mais ça peut être un peu lourd. Mais là, vraiment, de rentrer et de dire, voilà, c'est une opportunité aussi de se différencier par rapport à une concurrence. Complètement. Moi, ça m'est arrivé de tomber sur vraiment des personnes qui avaient décidé d'innover aussi là-dessus, et c'est hyper rafraîchissant, et ça donne envie de lire, c'est fun. Pourtant, voilà, on parle de responsabilité, on parle d'annulation, on parle de scénarios qui ne sont pas toujours très marrants, mais en fait, ça marche bien. Ça marche bien de faire aussi des documents qui sont aérés, qui sont bien structurés. Donc, quelque part, si vous êtes créative ou créatif, n'hésitez pas à amener cette créativité dans vos documents juridiques. C'est OK. Et c'est même un vrai plus, parce que s'il y a un contentieux, vous pourrez dire, moi, j'ai tout fait pour que le client il prenne connaissance de ces conditions, pour qu'elles soient claires, qu'elles soient accessibles, qu'elles soient faciles à comprendre. Et ça, finalement, même pour se défendre, c'est plutôt positif. Écoute, merci beaucoup. Donc, si je résume, la responsabilité, c'est une obligation vis-à-vis de ses clients et de ses prestataires. Voilà, on ne peut pas y échapper. On ne peut pas y échapper. 2, le conseil, c'est vraiment de définir quelque chose qui soit très clair et compréhensible. Okay, et pourquoi pas l'expliquer aux personnes concernées. Et puis 3, que le droit, ce n'est pas seulement contraignant, ça peut être aussi une opportunité de différenciation et d'amélioration d'une qualité de service que vous proposez à vos clients. Est-ce que j'ai bien tout résumé ? Complètement. Tu as tout bien résumé. Je rajouterais juste qu'il faut quand même d'abord, toujours pareil, comprendre quel est son propre régime de responsabilité.
Donc, très brièvement, il y a la responsabilité classique, notamment contractuelle, qui s'applique 95% du temps. Mais les agents de voyage, ils ont une responsabilité un peu plus sévère. Les hôteliers, ils ont certains points de responsabilité un peu spécifiques, notamment quand on leur confie des objets et qu'il y a un vol, par exemple. Donc, essayer vraiment de comprendre quel est son régime, se renseigner toujours, aller chercher l'information. Puis à partir de là, effectivement, tu as très bien résumé. Donc, essayer de bien contractualiser, de bien mettre à plat les obligations de chacun et les attentes de chacun pour minimiser le risque de responsabilité et de contentieux. Et puis, si jamais il y a quelque chose qui est mal exécuté de la part de son co-contractant, avoir les outils pour pouvoir dire voilà ce à quoi tu t'étais engagé, voilà ce que tu n'as pas respecté, et essayer du coup d'être indemnisé aussi. Parce qu'on peut être responsable, mais on peut être face à quelqu'un d'autre qui est responsable et qui nous a causé un préjudice, et il faut pouvoir se défendre. Et ça, il faut avoir une chaîne contractuelle logique, cohérente, et surtout, encore une fois, voilà, ne pas le voir que comme une contrainte, c'est se dire, ça peut être encore un élément différenciant, mettez du fun dans vos documents, mettez de la clarté, mettez de la couleur. C'est un vrai plus en cas de contentieux. C'est un argument juridique de dire on a rendu la chose claire, limpide et facile d'accès. Merci Chloé. Bonne journée. Avec plaisir François, à bientôt. On se retrouve le mois prochain. Absolument. Au revoir. Au revoir. Voilà, c'est la fin de notre voyage du jour. J'espère que vous avez vraiment passé un agréable moment en notre compagnie et que nous avons pu semer des graines d'inspiration et d'action. Surtout n'oubliez pas, le tourisme de demain, c'est maintenant qu'on le construit et ensemble. C'est un tourisme qui est guidé par le sens, l'expérience et en lien avec nos territoires pour assurer la pérennité de nos métiers et de nos activités. C'est essentiel. Si vous avez vraiment aimé ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 belles étoiles sur Apple ou la plateforme podcast préférée que vous utilisez. Et puis, surtout, et ça c'est le plus important, n'hésitez pas à partager dans votre réseau. Essaimer la connaissance, essaimer le partage d'expérience. C'est essentiel pour chacun d'entre nous d'avoir accès à cette information. Et puis, si vous voulez continuer l'aventure avec nous, le voyage avec nous, eh bien, je vous invite à vous abonner pour suivre tous les épisodes gratuitement et être informé dès qu'ils sont publiés. Voilà. Je vous remercie et à très bientôt. Au revoir.